Et c'est reparti, donc je range mon bureau 22B. On vient de finir d'enregistrer le 22A, donc la vie est belle. Et alors la petite fenêtre me dit que j'ai 17 minutes à peu près pour faire ce 22B. Donc on devrait commencer à apurer un peu la situation. Donc j'ai terminé le 22A en disant que j'allais lire des extraits de Un œil en moins de Nathalie Quintane et j'abattrai l'arrogance des tyrans de Marie-Fleur Albecker. Eh bien, chose promise, chose due. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Deux extraits. Les hommes, se dira Johann souvent par la suite, sont vraiment de grands enfants que le hocher d'un sceptre effraie comme une grande ombre divine. Est-ce que vraiment ils s'imaginaient que, comme David, le roi Richard était protégé par le Seigneur et que leurs flèches se seraient brisées devant lui comme arrêtées par un bouclier invisible? Voilà qui aurait bien fait plaisir à son oncle Jean de Gand, car il aurait ainsi pu occuper le trône sans coup férir, car le plus souvent, les révoltes servent de tremplins à de plus grands tyrans. Richard embarque donc sur la même barge que celle qu'il avait empruntée 3 jours auparavant en quittant le château de Windsor pour la sécurité de la Tour de Londres. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'à l'époque, il est considéré comme plutôt beau gosse, grand, avec le visage bien blanc, le bronzage c'est pour les pecnos, et les cheveux blonds, sans doute une sorte de jeune Brad Pitt avec de belles fringues brodées d'or. Paradoxalement ou pas, ça peut ramener de la minette. De toute façon, quand t'es le king, tu chopes en masse. Est-il vierge? Question de la plus brûlante importance à laquelle nous ne pouvons répondre que par des hypothèses. Il est le roi depuis 4 ans, exerçant théoriquement tous les pouvoirs, mais c'est son oncle qui en possède la réalité. Il est très sensible à l'exercice de sa souveraineté et sait très bien que le duc de Gand est prêt à sauter dessus à la moindre faiblesse. Il a tendance à bégayer quand il est agité. Symptôme, pourrait-on penser, de mollesse. En fait, Richard est de la pire espèce des faibles, les inflexibles. Après avoir contemplé pendant des années la bassesse des hommes qui l'entourent, après qu'on a, selon lui, abusé de sa minorité, Richard est persuadé de son exceptionnalité et de sa supériorité morale sur les paysans, sur les nobles, et son oncle, il est le roi. Il est faible cependant, car hors de l'idée de sa propre supériorité, point de salut. Honni soit qui mal y pense. Et tous ceux qui ne pensent pas comme lui pensent mal. C'est dire s'il y a du monde à honnir. Négocier avec un psychorigide, c'est un peu comme tenter de faire nager droit une méduse. Or, les méduses nagent de manière extrêmement performante, puisqu'elles utilisent en moyenne 48% moins d'énergie que n'importe quel animal nageur. En outre, les méduses, qui sont en réalité des formes libres de cnidaires selon l'acception scientifique fournie par une recherche internet aussi sommaire que décisive, il faut se rendre à l'évidence, sont tout de même des animaux particulièrement patibulaires. Qui peut dire ce qui se passe dans la tête d'une méduse? Vous pouvez donc penser au roi comme à une espèce de grosse méduse intransigeante. Que se passe-t-il dans son intériorité, dans son moi profond? Nul ne le sait, mais gare à ces tentacules qui traînent. Marie-Fleur Albecker, et j'abattrai l'arrogance des tyrans, sur la révolte des paysans en Angleterre. Vraiment un texte très très marquant finalement, après quelques réserves au début, en le lisant. C'est aux excellentes éditions, aux Forges de Vulcain, et ça vient de paraître. Voilà, précipitez-vous. Et je disais donc que je faisais un parallèle, alors un parallèle qui surprendra pas mal, je pense, les gens qui lisent Quintane et qui vont aller lire Marie-Fleur Albecker, ou qui liraient Marie-Fleur Albecker, pas que je m'imagine que vraiment je suis prescripteur de quoi que ce soit, qui liraient Marie-Fleur Albecker en m'ayant écouté, ne verront certainement pas, ou ne verraient pas ce qui se passe, ou se diraient, mais bon, que j'ai complètement pété les plombs, bon, une fois de plus. Mais voilà, moi voilà, il y a notamment là toute cette ironie du ton en deux phases. Alors, il y a le récit avec le monologue intérieur du personnage et de la manière dont Johanna Ferro voit ce qui se passe. Et puis il y a bien sûr l'auteur qui, en 2018, ou le plan contemporain, anachronique, la recherche internet, enfin le côté comme ça, qui a l'air totalement abrupt, complètement relâché, mais qui en fait est très travaillé, parce qu'il aboutit à cette métaphore quand même tout à fait inédite du roi comme méduse, comme une méduse molle, qui nous invite aussi à repenser à la question du regard du roi, aux deux corps du roi, voilà, donc il y a tout ça derrière, donc c'est super profond, c'est extrêmement intelligent, ça se termine justement sur l'expression du moi profond, c'est la profondeur du texte elle-même qui est interrogée en retour. Donc voilà, dans le texte que je viens de lire là, sans vouloir en faire une analyse trop compliquée,
il y a sous couvert d'une espèce de désinvolture comme ça, de bricolage. Eh bien, c'est un bricolage qui a un substrat extrêmement complexe. Et moi, j'ai trouvé ça... Enfin voilà, quand j'ai commencé à déceler ça, le livre m'a beaucoup plu. Et ça m'a du coup évoqué la manière dont moi je lis un certain nombre de textes de Quintana. Et donc, un œil en moins, c'est sur le mouvement Nuit debout. Le titre parle de lui-même, en quelque sorte, et bien sûr aussi sur les violences policières. Qu'est-ce que j'ai... Donc ça, j'ai lu ça il y a un moment, donc je me suis noté... plein de pages, à la page 100, une référence à Ivan Chvavard, le poète Picard, bon, je me suis dit en lisant ça, je me dis mais bon sang, mais c'est bien sûr, comment j'avais pas fait le lien entre Quintana et Chvavard, donc c'est pour dire qu'à un moment donné, l'écriture féminine, bon ok, mais il y a tellement plus que ça derrière tout ça. Peut-être qu'avec cet extrait-là, on va peut-être mieux voir ce que j'entends en termes de rupture stylistique et de concaténation stylistique anti-narrative. Le rapport entre Marie-Fleur Albecker et J'abattrai l'arrogance des tyrans et le texte. Bon, finalement, ce sont aussi des textes de gauche, au sens d'une vraie gauche, d'une gauche de combat, d'une gauche qui est contre des pouvoirs établis, et notamment contre les pouvoirs établis de la sacralisation du texte ou de la sacralisation de l'histoire. Page 136. Je prends un exemple simple et de mauvaise foi. C'est pour mieux comprendre, pour que je comprenne mieux. Le nom d'un de mes chats est Chemoule. Par la somme des récits, images, affiches et films rendus publics dont Chemoule est sujet, et tout ce qu'on se raconte entre nous sur Chemoule depuis plus de 10 ans, Chemoule est une fiction. Ce qu'on dit de Chemoule construit une créature qui est à peine un chat. Pourtant, Chemoule me réveille le matin à coups de patte. La somme des racontards et inventions qui constituent Chemoule, entre guillemets, ne lui a pas coupé les pattes. Le fait que l'histoire soit une fiction ne lui coupe pas les pattes. Par histoire, avec un H majuscule, nous entendons les événements qui sont mis en récit, en histoire, au pluriel. On raconte que les récits ou filtres forment une telle croûte par leur nombre qu'on n'aurait plus accès qu'à cette croûte et que nous serions tous tels que nous sommes, pris dans la croûte jusqu'à pourquoi pas être la croûte même. Le vocabulaire plante des points de capiton dans l'épaisseur comme Chemoule plante ses griffes dans ma tête le matin. On ne déleste pas le vocabulaire pour un oui, pour un non. C'est lui qui nous fait ça. Le camp de 2016 n'est pas le camp de 1934. Pourtant, le camp n'est pas la maison, n'est pas la baraque, n'est pas l'habitation à loyer modéré, n'est pas le palais. La forme camp appartient à l'histoire à laquelle on n'a pas coupé les pattes. Pris dans la croûte narrative du tout est fiction, les coups de bâton de l'État français ne seraient certes pas tout à fait une fiction, mais pour ainsi dire entachés de fiction, à peine des coups. Moins il taperait de personnes, moins il serait des coups. Aussi, suivant la formule « vous n'êtes rien », qui autorise à taper sur rien plus que sur des personnes. Et là, c'est une vraie référence, je m'interromps. Évidemment, elle parle des camps de migrants, et puis c'est une allusion directe à ceux qui ne sont rien, à la terrible phrase de Macron à la gare. Suivant la formule « vous n'êtes rien », autorise à taper sur rien plus que sur des personnes. Ce qui gêne, c'est que les réfugiés soient vus. Il faut cacher les personnes derrière quelque chose ou dans quelque chose comme ça. Elles n'existent pas. Vous connaissez l'histoire de la bobine du petit enfant. Il envoie sous un meuble, hop, elle n'existe pas. Il s'agit d'envoyer très fort les réfugiés sous un meuble. Un grand meuble s'ils sont beaucoup. L'Europe n'est pas un buffet gigantesque, mais un tout petit continent qui craint la pénétration. L'Afrique est une armoire géante située à notre sud. Et en fait, ce qu'elles font, et je m'en aperçois vraiment là dans cette improvisation, la méduse, le roi comme méduse, comme grosse méduse, comment elle dit déjà, que je dise pas, que je ne cite pas mal, chez Marie-Fleur Albecker, le roi comme espèce de grosse méduse intransigeante, et le jeu que l'Europe joue avec les réfugiés de les balancer sous le plus gros meuble possible, ce sont bien sûr des images. On a là une écriture qui est une écriture poétique de l'histoire, mais pas poétique au sens de l'embellissement, de l'emberlificotage, au contraire, qui est de démonter la rhétorique et de démontrer par le langage ce qui se passe en fait dans l'histoire et dans l'histoire contemporaine ici. Donc histoire du Moyen-Âge là, dans le roman de Marie-Fleur Albecker, histoire ultra contemporaine, ou à peine passée, dans les luttes de 2016
2017 dans le livre de Nathalie Quintane, Un œil en moins. Donc des écritures pas si éloignées que ça, et même très proches, et voilà. Donc Albecker et Quintane, je les marie sur la table ici. Et puisqu'on parle d'écriture féminine, ça fait plusieurs fois que j'ai parlé des revues Panthère Première, donc je vais continuer de la revue Panthère Première, je vais continuer à montrer des livres comme ça. Le numéro 1, c'est celui qui est rouge, et le numéro 2, c'est celui qui est gris, qui est anthracite, noir et blanc, de couverture tout au moins, parce qu'à l'intérieur, il y a de la couleur, hein, il y a beaucoup de couleurs, il y a des photos. Et Panthère Première, j'en ai déjà parlé, et la raison pour laquelle ça va bien s'accrocher, s'imbriquer avec ces questions d'écriture féminine ou pas, c'est que c'est des revues non mixtes. C'est des revues qui sont écrites, enfin toutes les photographes, les traducteurs, donc les traducteurs sont des traductrices, les auteurs sont des autrices, etc. etc. Donc c'est une revue non mixte, et c'est une revue moi, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai découverte récemment. Le numéro 1 date de l'automne 2017 et le numéro 2 du printemps 2018. Et il y a de nombreux articles, je vais me contenter en fait, par paresse, mais après tout ça donnera un bon exemple, de lire le sommaire par exemple du numéro 1. Institutrice et contrebandière, commerce frontalier dans la Roumanie post-communiste. HP, l'ère du vide, c'est bien l'hôpital psychiatrique. Le dilemme de Cologne, quel espace politique pour les femmes racisées. Son frère, il parle pas, bricolage langagier en famille. C'est autour d'un enfant autiste. Vouloir durer, c'est apprendre à mourir. Le déni est servi. Sur le fil, les usages du silence dans un procès inquisitorial. La calligraphie du président Mao n'est pas terrible. L'épisiotomie ou la violence médicale banalisée. Inciser le silence, engagement narratif contre la violence d'État au Mexique. Et juste pour faire un petit arrêt sur cet article-là, c'est un article que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un article d'Adèle Blasquez, et c'est sur les livres de John Gebler, récemment traduit en français, explorant les liens structurels entre violence d'État, narcotrafic et mise sous silence des voix divergentes dans le Mexique contemporain. Donc on voit, c'est vraiment une revue multidisciplinaire, interdisciplinaire, dans laquelle il y a de la sociologie, de la littérature, de l'analyse de photographie, enfin c'est des créations aussi, voilà, donc je continue juste rapidement la lecture du sommaire, un portfolio que je dise plus de bêtises, parce que ça je ne l'ai pas relu récemment, j'ai pas vérifié ça, oui, c'est les dessins. C'est les dessins de Saba Niknam sur la guerre en Irak, la guerre Iran-Irak de 1980-1988. Moi, ce sont des dessins qui m'ont rappelé pas mal, est-ce qu'on les voit bien, les dessins très fantasmagoriques, très violents de Breitenbach, ou les aquarelles de Breitenbach. La guerre des boutures, et ça je vais revenir dessus, et l'amour sur le ring, le rapport de genre dans la mécanique sentimentale hétéro. Et la guerre des boutures, c'est un article qui est suivi en fait dans le deuxième numéro. Il y a la suite de la guerre des boutures. Alors moi qui suis pas du tout, qui a priori m'intéresse pas tellement aux questions de botanique, aux questions de plantes, etc. Eh bien c'est vraiment passionnant. C'est un des articles que j'ai préféré. Il est suivi de l'un sur l'autre, d'un numéro sur l'autre. La suite de la guerre des boutures qui s'appelle Chronique, mais je n'y connais rien aux plantes, de Natacha Philippi et Léa Lecausané pour les illustrations. C'est vraiment très 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 chouette. C'est vraiment très bien. C'est sur la question de la transmission des savoirs ancestraux, la manière dont c'est transmis, dont les savoirs populaires autour des plantes ont pu être dévalorisés par la science moderne, et comment ils essaient de faire retour, de s'accrocher malgré tout, et surtout ce qu'on a perdu en dévalorisant ces savoirs populaires. Donc ça c'est vraiment passionnant. Voilà, donc là ça parle beaucoup plus précisément de la vallée du Corbe en Catalogne. Donc ça, bien sûr c'est lié aussi à la centralisation, c'est lié à toute l'histoire de la guerre civile, de l'Espagne d'après-guerre, l'Espagne franquiste, etc. Donc ça croise des thématiques historiques plus larges. Mais c'est voilà, pour signaler un article, voilà, les deux
volets de la guerre des boutures dans le tome 1 et dans le tome 2. J'ai vraiment bien aimé ça. Donc Panthère Première, si vous googlez Panthère Première, vous trouverez leur site et vous saurez comment vous procurer ces exemplaires. Moi, je suis tout simplement allé chez mon libraire en demandant à le faire venir, et voilà, n'importe quel libraire peut faire venir les numéros de Panthère Première. Il ne reste que 2 minutes 28. Eh bien, je vais continuer à faire de la pub et je vais toujours pas parler parce que je veux y consacrer une vidéo entière. Donc, je vais rappeler tout ce que j'ai dit. Marie-Fleur Albecker aux Forges de Vulcain, il faut acheter, c'est-à-dire il faut lire Nathalie Quintal bien sûr, et il faut lire Panthère Première, et il faut lire Leontia Flynn aux éditions Marguerite Vacnine, collection Les Cahiers de Curiosité, la traduction par Fanny Quément des sonnets de Leontia Flynn, une poète nord-irlandaise, et c'est vraiment très très beau. Et comme je n'ai pas eu le temps encore d'en parler, je vais terminer en lisant un des poèmes de Leontia Flynn en anglais et dans sa traduction. Olive Schreiner, c'est les portraits d'écrivains. Olive Schreiner. Olive Schreiner, survivor of 4 infant siblings, works just a handful of days in the Royal Infirmary. She fumbles a test tube, career going nowhere fast, as Edinburgh sparkles outside. Great buildings and radical politics. She will suffer from asthma of the stomach, from heart trouble, wanderlust, bouts of the blues for decades. Oh, it isn't my chest, it isn't my legs, it's myself, she will write in distress to sexologist Havelock Ellis. Meaning, God doesn't exist, and Olive Schreiner, author, progressive, free-thinker, feminist, will burn like a fuse from one end of her life to the other. Her sister is dead, dead too, her one-day-old daughter. Her hands quake with passion. The flame is lit, then extinguished. Et rien de mieux pour finir un double volet sur les écritures féminines que ce poème et la traduction française de Fanny Quément. Olive Schreiner, 4e à naître, 1re à survivre, ne travaille pas longtemps à l'hospice d'Édimbourg, une éprouvette lui échappe, sa carrière court à sa perte à l'heure où les rues brasillent, grands immeubles et radicalisme. Elle souffrira d'asthme intestinal, de troubles cardiaques, d'envie de voyage et de coups de blues pendant des dizaines d'années. « Oh, ce n'est pas ma poitrine ni mes jambes, c'est moi le problème !» écrira-t-elle dans sa détresse au sexologue Havelock Ellis. C'est-à-dire Dieu n'existe pas. Et le poème est tronqué. Bon,